Alors, l'aide humanitaire française, c'est très peu de choses. L'aide humanitaire de l'État, c'est très peu de choses. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'on est loin de couvrir toutes les situations humanitaires dans tous les pays. Donc, est-ce que implicitement, on favorise certains pays et certaines crises? Moi, je n'ai pas conscience de ça. En fonction des intérêts, peut-être. Le rôle de la délégation à l'action humanitaire, c'est d'être le contrepoids un peu à l'aspect politique. Et c'est ce que je disais dans ce qu'est la fonction de l'État. On a poussé à ce que la France prenne position sur les lignes directrices du droit international humanitaire, sur les bonnes pratiques humanitaires. La France est co-auteur du droit international humanitaire au niveau international. Je crois qu'on peut bien caractériser ça avec l'adage que la main droite n'ignore pas ce que fait la main gauche, mais on a deux mains et elles n'ont pas les mêmes fonctions. Balthazar, peut-être, pour le CICR, les principes fondateurs qui guident votre action, c'est bien sûr d'être indépendant, neutre, impartial. Est-ce que c'est le cas? Vous dialoguez vraiment avec tout le monde sur le terrain? Il y a des... Nous cherchons très clairement le dialogue. Il peut y avoir des situations où nous perdons le dialogue, où nous sommes dans une difficulté d'établir ce dialogue, mais il est absolument crucial. Et je peux vous donner peut-être quelques exemples concrets simplement pour illustrer. C'est clair, dialogue, ça veut dire aussi expliquer qu'est-ce que nous sommes, que nous n'avons pas un agenda politique, comment nous fonctionnons, et ça veut dire de construire une acceptation de l'action humanitaire qui ne s'inscrit pas dans un agenda politique. Ça veut dire, par exemple, dans beaucoup de régions du monde, si les belligérants, indépendamment s'ils sont considérés comme maintenant terroristes ou non par leur adversaire, n'acceptent pas le CICR, le CICR ne peut simplement pas opérer parce qu'il ne s'impose jamais à travers les armes. Et je pense, si on prend par exemple l'exemple de l'Afghanistan, le CICR peut opérer pas partout, mais quand même dans certaines régions, et a même pu, à travers son dialogue avec l'opposition armée, par exemple, obtenir un accord de ce groupe armé que d'autres acteurs humanitaires, et là je pense à l'OMS, à UNICEF et le ministère de la Santé, mettent en œuvre, c'était en automne 2007, une campagne de vaccination. Donc là, typiquement, on a la situation où on devrait mener une campagne de vaccination contre le polio, et si on n'a pas le dialogue, si on n'a pas une possibilité de dialogue avec les acteurs afin d'obtenir ces accès, on ne peut pas assister la population. Après, mais vous rencontrez des obstacles sur le terrain, concrètement? Je dirais... Pour aller à la rencontre de ces groupes Il y a beaucoup d'obstacles. Je vous rappelle qu'on était nous-mêmes frappés aussi par une attaque terroriste, oui, quand notre délégation à Bagdad a été attaquée par et finalement oui, visé par dans un attentat suicide. Donc je pense qu'on connaît des attaques terroristes malheureusement. Nous-mêmes, on les a subis. Par contre, ça nous a finalement renforcé dans notre conviction et que le dialogue est indispensable. On aurait aussi pu dire, c'est plus possible, on vit dans un différent monde, on va prendre des escortes armées, et on va imposer notre action humanitaire, où on va finalement, nous allons nous soumettre à un agenda politique. On a tiré la conclusion contraire, qu'il faut davantage expliquer, davantage se rapprocher de ces acteurs. Et je pense que de plus en plus, si après les attaques, à New York, dans un premier temps, il y avait certainement une certaine pression de beaucoup d'acteurs étatiques sur le CICR qui ont un peu dit, mais au fond, est-ce qu'on peut encore discuter avec les terroristes? On ne comprend pas très bien pourquoi vous ne choisissez pas votre camp. Je pense aujourd'hui, 2008, la situation a évolué parce que le CICR a pu démontrer très concrètement sur le terrain la plus-value de son approche. Il y a beaucoup d'exemples qui viennent à l'esprit où on est demandé aussi par des États finalement et des acteurs non étatiques, souvent qualifiés comme terroristes par ces mêmes États, de servir comme intermédiaire neutre. On a eu des libérations d'otages coréens, par exemple, en août 2007 en Afghanistan, où grâce au CICR, on a aussi pu secourir la libération des otages. Je pourrais vous mentionner beaucoup d'exemples de ce genre-là, que je pense qui démontrent l'importance de ne pas totalement couper les ponts. Mais ce n'est pas uniquement, et je veux le souligner, un dialogue afin de pouvoir
obtenir accès pour nous et pour d'autres, pour protéger et assister la population. Mais ça doit être, à mon avis, un dialogue qui engage ces acteurs sur leurs obligations d'IH. Je pense qu'on n'aura pas une crédibilité face aux États si on n'insistait pas avec les acteurs non étatiques et en exprimant très clairement notre opposition contre l'utilisation des actes terroristes. Et je suis de mon expérience personnelle convaincu que ces acteurs-là, si le CICR n'est pas parfaitement clair par rapport à son interprétation du DIH, son rejet absolu des actes de terreur, des actes de terreur contre la population civile, je pense que ces acteurs ne vont pas croire que le CICR véritablement, je dirais, plaide avec les acteurs étatiques en faveur d'un plein respect du DIH. Donc je suis à peu près sûr que les acteurs, évidemment, observent aussi, je dirais, l'honnêteté de l'approche d'un CICR qui plaide pour le plein respect du DIH, indépendamment, je dirais, de la qualification de l'acteur. Et on voit évidemment beaucoup d'États qui qualifient les acteurs non étatiques comme terroristes, mais on voit aussi inversement beaucoup de groupes armés qui qualifient les États comme des États terroristes. Justement, sur le plan juridique, Michel Beutet, les groupes armés non étatiques sont-ils tous des groupes terroristes? C'est un des défis juridiques qui vous est posé dans ce contexte de... Oui, mais alors justement, comme je vous le disais, excusez-moi, mais je pense que le droit humanitaire lui-même ne parle pas de terroristes. Il parle d'actes de terrorisme. Et alors tout ce qu'on peut dire, c'est que vous pouvez avoir en droit 3 catégories de mouvements, si je peux dire, qui pourraient être qualifiés par leurs adversaires de terroristes. Ça peut être d'abord les mouvements de résistance. Et alors ceux-là sont couverts par les conventions de 49. Deuxièmement, ça peut être un mouvement de libération, d'autodétermination. Et alors ceux-là seraient couverts par le protocole 1 de 1977, protocole additionnel aux conventions de 49. Et puis troisièmement, c'est les mouvements insurgés dans un conflit interne, c'est le fameux article 3 commun aux 4 conventions de 49. Mais je dirais que justement, l'article 3 reste le seuil, si je peux dire, la pierre fondamentale, la pierre de base sur laquelle on peut se fonder pour réclamer, comme le dit bien Balthazar Stein, pour réclamer l'application de garanties fondamentales, y compris par ces mouvements. Et alors comment ça peut se faire? Je pense d'abord, il y a une responsabilité individuelle et collective de tous les États de faire respecter ce droit humanitaire. Et alors encore une fois, cette responsabilité, elle peut aussi avoir lieu dans le cadre des Nations Unies. Elle peut même avoir lieu dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Et là aussi, on envoie des troupes, par exemple au Congo, qui font face à des groupes qui, par exemple, utilisent des enfants combattants, à des groupes qui qui font des attaques contre la population civile. Eh bien, là, on devrait donner le mandat et les moyens à ces troupes de maintien de la paix de lutter contre ces acteurs non étatiques qui commettent ces violations. Et puis, il y a aussi la Cour pénale internationale. Ben, là aussi, la Cour pénale internationale a commencé à poursuivre un de ses dirigeants de milice pour avoir pour avoir enrôlé des enfants soldats notamment. Mais je dirais qu'au-delà justement du droit, le mot-clé pour moi c'est le dialogue. Et je suis d'accord avec Balthazar de dire il faut identifier qui peut influencer ces acteurs non étatiques. Alors ça peut être des gouvernements, comme je le dis, ça peut être des acteurs économiques, parce que, disons-le franchement, il y a certaines compagnies pétrolières, il y a certaines compagnies minières, il y a certaines autres sociétés économiques qui ont une influence certaine sur certains de ces acteurs. Ensuite de ça, il y a aussi des dirigeants spirituels. Alors, pas simplement musulmans, mais aussi chrétiens, mais peut-être encore d'autres, qui peuvent avoir une grande influence sur ces acteurs non étatiques. Et puis, les personnalités individuelles. Je peux vous dire que, par exemple, en 83, j'avais été voir M. Jonas Savimbi, depuis il a quitté ce monde. Eh bien, M. Jonas Savimbi, nous lui avions amené à l'époque une lettre. Et il y avait une lettre qui venait de Chester Crocker, qui était responsable des affaires africaines à New York, à Washington, excusez-moi. Et alors, eh bien, dans cette lettre, évidemment, M. Crocker disait, écoutez, donc, c'est délégué du CICR. Mais il y avait aussi une lettre qui venait d'un de ses professeurs à Lausanne, le professeur Rieben. Eh bien, ce professeur Rieben n'avait aucune qualité, si je peux dire, officielle, mais il avait une certaine influence personnelle sur M. Savimbi. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut rechercher, pas simplement les mécanismes juridiques ni les mécanismes gouvernementaux, mais aussi les individus qui vont pouvoir faire passer les messages auprès de ces acteurs non étatiques.